Je vous remercie. On était dans le bureau avec Lou en train de préparer tous les amendements sur l'emploi, les assistantes maternelles, les animateurs et animatrices périscolaires, les auxiliaires de vie sociale, les agents d'entretien, bref, pour parler de tous ces métiers-là. Et boum, qu'est-ce qui se passe pendant qu'on a toujours notre télé qui est allumée là pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans l'hémicycle. Il y a Borne qui surgit à la tribune, donc avec assez peu de suspense, c'est-à-dire du 49.3, qui non seulement va venir briser la main des amendements déjà votés, mais en plus va nous empêcher d'avoir tout un temps pour discuter des travailleurs de la seconde ligne et du reste. On va écouter ça, puis après on se retrouve. Bon, il y a la première ministre là, Elisabeth Borne, qui est donc montée à la tribune pour nous présenter son nouveau 49.3. Ce que j'ai trouvé le plus marquant, c'est qu'elle le fait en souriant. Ça la fait marrer. Et nous, ça nous fait pas marrer. Pourquoi ça nous fait pas marrer? Parce qu'on a bossé. Je vous présente Lou, donc, qui est ma Miss Doc, qui est pour ce soir ma travailleuse malheureuse, parce que on aime bien avoir un sentiment d'utilité dans son boulot, et quand on produit des amendements. Tu peux nous dire un peu combien les amendements que je devais défendre ce soir même? Bah alors, on avait des amendements sur les assistantes maternelles. Par exemple, qui disait quoi alors? Assistante maternelle, tu te souviens, une ministre la semaine dernière qui nous dit qu'une assistante maternelle, ça gagne 3 fois le SMIC parce que ça a 3 enfants et que chaque enfant lui rapporte le SMIC. C'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est pas seulement, il raconte une bêtise le problème, c'est qu'au fond, il est dans l'ignorance complète de comment vivent les Françaises, en l'occurrence, parce qu'à 99% c'est des Françaises qui sont assistantes maternelles. Il est dans la même ignorance de comment vit une auxiliaire de vie sociale, qu'est-ce que c'est le découpage de son temps de travail, un petit bout le matin, un petit bout le soir, quel type de contrat c'est. Il ignore tout ça. Le budget, c'est le moment où, à défaut qu'il aille voir vraiment les gens, à défaut qu'on l'envoie en stage, tu vois, dans une crèche ou à son domicile avec une asthmate, et ben qu'on leur rapporte les propos, donc c'est le moment de ça, et là ils nous privent de ça pour juste informer les ministres de qu'est-ce qui se passe dans le pays. Bon. On avait les animateurs du périscolaire. Quand je me suis mis à en parler à l'Assemblée, j'ai regardé, ça faisait des années que ce thème n'était pas évoqué. Donc moi tous les ans, j'ai mes amendements, animatrice aussi périscolaire, parce que c'est un métier qui est très fortement féminin, et puis avec des types de contrats qui sont différents selon que tu habites Amiens, Narbonne, Périgueux, ou alors encore plus dans les petites communes. Donc aller vers une certaine homogénéité de ça, ça sera pas évoqué cette année. On peut dire que vraisemblablement animateur périscolaire, ce mot n'existera pas dans l'Assemblée nationale. On avait un amendement pour reconnaître les travailleurs de la seconde ligne. Un amendement à 6 millions d'euros, c'était pas cher. Comment s'est fait un amendement? J'en profite parce que c'est quoi ton boulot? Exposer des motifs, ça veut dire qu'est-ce qu'on veut faire. On l'explique avec des mots plus ou moins simples. En mai 2021, à la demande du ministère du Travail, Christine Herel, c'est le rapport dont je suis tombé amoureux. Donc on explique pourquoi on fait, on parle là des métiers de la seconde ligne. Ensuite, on fait un chiffrage, on modifie les colonnes, et ensuite il faut que tu ailles rentrer tout ça sur le logiciel de l'Assemblée nationale en faisant des copier-coller. Je dis ça, mais en fait j'ai pas fait une seule fois moi. Non mais c'est ça, à peu près. Donc c'est du boulot. Et là, le boulot est terminé. On avait aussi un amendement sur les métiers du nettoyage. Et qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Paf. C'était un amendement à 5 millions d'euros, donc c'est évident qu'on ne change pas la vie des centaines de milliers d'agents d'entretien du pays avec ça, mais au moins, il y a une fenêtre de tir. C'est pour ça que j'aime bien le budget. Parce que dans le budget, comme tu as un truc éducation, on allait pouvoir parler des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. Là, ça devait passer demain, je crois, la mission éducation. Là, il n'y aura pas de mission éducation demain. Donc, on ne pourra pas parler des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. On ne pourra pas rappeler la promesse de Macron qui disait, dans son programme de cette année, là, qu'il y aurait temps plein, salaire plein, et or, il n'y aura rien. Elles seront toujours à 804 € en moyenne. Et pour ce qui est de Hayat, ma suppléante, ça ne va pas bouger, mais non seulement ça ne va pas bouger, mais on ne va même pas pouvoir mettre ça sur la table, mettre la contradiction entre leur budget et la réalité. Aujourd'hui, le discours poétique est une forme de fiction qui a décroché de la réalité. Le truc des assistantes maternelles de Jean-Christophe Combe, ça prouve ça. On a un discours qui s'est complètement détaché et fait le grand écart. Et évidemment, ce qui est le plus dur pour eux, c'est quand on leur force à mettre le nez, non pas dans le caca, mais dans le réel, dans la gadoue, la boue du réel, dans comment ça se passe pour de vrai. Alors eux, ils disent, non mais non, il y a des clauses, il y a des machins, on a tout pensé et tout ça, il y a eu des audits, bidule truc, et tu leur remets le nez dedans, et ça fait péter leur discours. Et là, on va pas avoir ça sur... Aide à domicile. Les aides à domicile. J'en reçois donc demain, de Caen. Je comptais faire quoi? Apporter dans mes oreilles d'abord, recevoir le discours de Séverine et de ses collègues qui sont en grève chez Domidom, donc qui est une filiale de Orpea, qui est donc une qui a 1343 €, qui me dit moi je suis une mère célibataire, je vis seule,
Comment je fais avec ça alors que j'ai 400 € de loyer, alors que j'ai une assurance sur ma voiture de 56 €, alors que j'ai une assurance professionnelle, parce que si jamais il m'arrive un pet avec ma voiture, j'ai pas bien compris si j'étais assuré par l'entreprise ou pas, donc je me suis mis 10 € en plus, tu vois, 10 € mais ça compte. Et elle dit, bah voilà, moi si j'ai pas l'aide de ma sœur pour me payer mes courses un coup de temps en temps et pour me faire un prêt, je m'en sors pas. Des travailleuses, tu vois, qui s'occupent des personnes âgées du pays, eh ben c'est quand même volontiers que j'aurais ramené ça dans l'hémicycle et qu'il y aurait eu tout un discours sur non, nous sommes parvenus grâce à l'avenant 43 et puis tout ça par des ministres qui touchent 7 000 €. Bon, bah t'aurais eu ce moment de confrontation entre le réel que je rapporte et les blabla, quoi. On l'aura pas. Et moi, tu vois, j'ai l'impression d'être un travailleur de chez Duralex ce soir. Tu sais, la boîte qui fabrique les verres dans les cantines, quand on les retournait, on voyait bien Duralex. Je sais pas si on n'aurait pas un d'ailleurs. Là, ils sont au chômage technique parce que il y a la crise de l'énergie avec les factures qui flambent. La boîte a décidé de fermer temporairement. Chômage technique. Bon, ils touchent quand même le gros de leur salaire, mais il va y avoir les primes, les 13e mois et tout ça qui vont dégager, à mon avis. Bon, moi, c'est pas le problème de mon 13e mois, de mes primes, de machin et tout ça. Mais j'ai vraiment l'impression d'être au chômage technique. Je me suis préparé pour le marathon du budget, parce que c'est des séances où t'enchaînes le financement de l'hôpital. T'es prêt, tu t'es dit, ah bon, on a préparé nos cartouches. Qu'est-ce que c'est les argumentaires? Parce que à chaque fois que Lou, elle me fait un petit exposé, tout ça, moi je lui demande des coupures de presse, je lui demande qu'on me rappelle les témoignages, tu vois, par exemple, ça, une petite fiche sur les femmes de ménage, combien il y en a dans le pays, combien elles touchent en moyenne, un petit bout de témoignage, la proposition de résolution qu'on avait fait à l'Assemblée nationale, à chaque fois, paf, faut des cartouches, pour aller tirer à l'Assemblée, faut des cartouches, donc je m'étais préparé pour ma bataille, mes batailles, bon, et puis finalement on dit, bah non, c'est Zangra, tu connais pas le désert des Tartares ou la chanson de Jacques Brel, on m'appelle Zangra et je suis colonel, mais l'ennemi vient pas. Je ne suis pas héros, tu vois. T'attends de mener la bataille, puis finalement on dit, bah non, bah tu restes à la maison. Chômage technique, ouais. À quoi on sert? Ça pose vraiment la question. On va y répondre un petit peu, mais donc t'es malheureuse. Oui, un peu, d'avoir travaillé 3 jours durant pour rien. Bah voilà. C'est pas 3 jours, c'est 3 semaines. Parce on a eu 49 3 jours pour une seule mission. Ah oui. Travail. Mais avant ça, t'avais travaillé sur l'hôpital. Ouais. Ça s'est arrêté en cours de route aussi. T'avais travaillé sur super profit, super dividende, comme on fait un peu de justice fiscale dans ce pays. Paf, ça s'arrête aussi. Puis, j'en reparlais, mais France 2030. Oui. Sur lequel on avait beaucoup bossé, oui. Paf, il n'y aura pas. Faisons le lien entre le réel et ce qui se passe là. Le réel, c'est quoi? C'est les pédiatres et les parents qui expliquent comment on a un jeu de couveuse musicale. Tu vois ce que c'est le jeu des chaises musicales? Oui. Bah là, c'est les couveuses musicales. Donc, à Paris, il n'y a pas assez de lits pour les enfants et pas assez d'infirmiers non plus. Du coup, on t'en met un à Lille, un... Bon, ça, c'est lié à ce qu'on raconte là. Parce que Macron, il a fait des promesses dans tous les sens sur ses héros, il y aura un plan massif d'investissement pour l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que la réalité du PLFSS? Tu vois, ça a toujours des noms atroces, du plan de financement de la sécurité sociale. Là, c'est 3,7% d'augmentation. On peut dire, super, ça augmente. Mais non, tu as une inflation qui a 5, 6, 7%. Donc ça veut dire qu'en vérité, cette année, alors qu'on te dit... qu'il y aura des lits en plus, qu'il y aura des chambres en plus, qu'il y aura de l'investissement pour l'hôpital. En vérité, c'est au minimum moins 2, moins 3, moins 4% pour l'hôpital. Et il faudrait même raisonner autrement, c'est qu'on est dans une population qui vieillit, qui a de plus en plus de besoins de santé, et donc en fait, c'est pas seulement une différence avec l'égard de l'inflation, c'est une différence à l'égard des besoins de santé qui est donc supérieure sans doute à 5, 6, 7%. C'est-à-dire que dans le temps où on voit une crise béante de l'hôpital, le budget qu'on vient de ne pas voter, puisque on n'était pas pour ça, et il y avait une majorité contre ce budget-là, eh bien, ça va être des lits en moins, des personnels en moins, du temps en moins, des recrutements en moins. Voilà la réalité de ce qui est voté derrière des chiffres. Tu sais, c'est des chiffres, c'est emmerdant, tous ces trucs de comptables. Et en même temps, c'est quand même là que se détermine qu'est-ce qui va arriver pour Dylan, tu vois, un père de famille dont le gamin est parti à Lille à 200 km, quoi. Un gamin qui a 20 jours. Et bien ça se détermine dans ce plan de financement de la sécurité sociale. L'avantage que j'ai, c'est que je ne me suis jamais fait d'illusions. Bon, j'ai 99,72% d'amendements rejetés. En vérité, ma demande, c'est qu'est-ce que c'est les 0,28% restants? Je sais même pas. Mais au moins...
ce que j'appelle la fonction tribunicienne, de représenter les gens, d'interpellation du gouvernement, on pouvait la remplir. Là, on peut plus la remplir. Et je veux dire, on est puni parce qu'on gagne. C'est quand même incroyable. Lundi soir, c'est l'un des rares moments où j'estime que notre Assemblée a été à la hauteur du choc climatique qu'on a affronté. Pourquoi les oppositions étaient plus nombreuses à l'Assemblée? Parce que c'était un lundi entre le dimanche et le jour de la Toussaint. Donc les macronistes, ils ont fait le pont, ils ne sont pas embêtés à venir, ils étaient déjà en congé. Donc nous, on est venus, on a bossé. Donc on met 12 milliards d'euros sur de la rénovation thermique et 3 milliards d'euros sur les petites lignes de train. Faut dire ce que ça pouvait changer pour les gens. Moi, je rappelle toujours que l'an dernier, on a rénové 2500 passoires thermiques dans le pays. Il y en a 5 millions. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il y en a pour 2000 ans. Là, ils ont augmenté les crédits sur la rénovation thermique, il me semble, de 20%. Ok, tant mieux. Hein. C'est évident qu'il ne s'agit pas d'augmenter de 20% quand tu vas mettre 2000 ans à rénover. Il s'agit de multiplier par 10, par 20, par 50, par 100. Enfin, il s'agit d'avoir un accélérateur réel pour que dans 10 ans, on ne parle plus des passoires thermiques. Il faut se demander comment on engage la main-d'œuvre du pays, les jeunes qui sont écolos et qui disent comment je peux aider à sauver la planète, leur dire voilà, tu deviens couvreur, tu deviens zingueur, tu deviens maçon, tu deviens plaquiste, tu deviens carreleur, tu as une utilité dans les métiers du bâtiment et on te garantit que tu vas être bien payé pour ça, tu auras 2000 € minimum. Tu auras des semaines de congés supplémentaires. Bon. Et donc, là, dans une espèce de lumière qui s'allume au bout du tunnel parlementaire, pouf, il y a des amendements lundi soir qui sont votés, 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique. On multiplie là par 4, du coup, on va pouvoir accélérer sur ça. Et derrière, sur les petites lignes de train, aussi, 3 milliards d'euros. Évidemment, derrière, je l'ai dit d'ailleurs, dès ma prise de parole lundi soir, j'ai dit je sais bien comment vous allez vous asseoir là-dessus. Faut pas croire que c'est inutile quand même, hein, parce que c'est quand même des marqueurs dans le pays ils ont voulu accélérer vraiment sur la rénovation thermique, ça ouvre une brèche, ça ouvre un débat. C'est pas suffisant, mais voilà. Je vais dire la vérité, c'est que je crois que c'est pas là qu'il fallait le poser. Mais c'est pas grave, tu vois. Moi, mon grand engagement dans ce débat-ci, c'était sur France 2030. Il y a 54 milliards d'euros. C'est énorme. Et c'est 54 milliards d'euros d'investissement. C'est pas pour du fonctionnement, c'est pour se demander sur quoi on va investir. Et là, les 54 milliards d'euros, j'ai l'impression d'avoir un grand ado devenu député et qui pense vraiment que Startup Nation, tu vois, et qui pense numérique, robotique, génétique, enfin, que des trucs hyper pointus. La France de 2030, pour eux, c'est dans 8 ans. Hein. On n'est pas en train de parler du 22e siècle, tu vois. Mais dans 8 ans, on a l'impression que c'est Jules Verne qui réinvente le monde dans Le Visiteur du futur. Tu l'as vu ou pas ce film-là? Non, ouais, je recommande. J'en ai déjà parlé. Mais dedans, t'as les mecs qui se disent ah mais demain on va voyager en transpac. Je sais pas trop ce que c'est. Tu sais ce que c'est toi? Bon, ça doit être des gens de navettes, tu vois, mais qui sont pas sur le sol, qui sont en hauteur. Et finalement ils arrivent dans le futur et dans le futur c'est juste la merde. Et les mecs ils sont dégoûtés. Mais bon sang, on croyait qu'on allait être en transpac. Et si tu veux, c'est les macronistes ça. De 2030, ils t'imaginent, tu vois, on va être en transpac, il va y avoir du numérique partout, la table elle sera connectée, c'est leur imagination. Ouais. La chaise elle sera connectée, tu auras le frigo qui sera connecté à Carrefour Market pour prévenir qu'il n'y a plus d'olives à l'intérieur. C'est leur vision du progrès. Bon, tu dis, mais attends, non, c'est dans 8 ans. Franchement, les Français, si vous leur proposez des trains qui roulent, qui arrivent à l'heure, qui leur permettent de faire de leur petite gare où il n'y a plus que des autocars, parce qu'il y a plein de gares qui ont fermé, et maintenant c'est juste des bus, et c'est l'horreur de circuler en bus, parce que tu as envie de gerber dedans, ou parce que tu peux pas bosser, t'as pas de tablette, enfin, t'es pas bien dedans, en plus, je te parle même pas des cars Macron. L'avenir, dans 8 ans, on vous propose qu'il y ait des lignes de train correctes. L'avenir, dans 8 ans, on vous propose qu'il n'y ait plus de passoires thermiques, mais ça suppose qu'il y ait ces dizaines de milliards d'euros d'investissement là-dedans. L'avenir, dans 8 ans, on vous propose que les personnes âgées soient soignées comme il faut à domicile et que les travailleuses qui font ça soient pas précaires, soient pas maltraitées. Tu vois, je pense qu'un avenir désirable, c'est pas forcément des transpacs ou du numérique, de la génétique, de la robotique. Il n'y aura pas ce débat sur quel choix pour la France de 2030. Non seulement ils vont faire passer, en plus avec des gens de Engie, de Total et compagnie à l'intérieur. J'ai posé un amendement, tu n'imagines même pas comment, des fois, tu fais de l'amendement de repli, tu vois. L'amendement où on dit,
c'était un truc de CCFD, donc, qui est une organisation une asso catholique, et qui disait, bon, bah, au moins l'argent que vous allez donner à ces firmes-là, on s'assure qu'elles ne soient pas installées dans les paradis fiscaux. Ah, tu vois, qu'elles payent leurs impôts en France. Rejeté. Bon. Mais il ne va même pas y avoir de débat sur ces 54 milliards d'euros-là, parce qu'on te dit tous les jours que vous créez des milliards. Là, vous avez 54 milliards d'euros, et vous allez les donner toujours aux mêmes. Et pour faire la même chose. Là, je pense qu'il y avait une vraie bataille, au moins pour dire aux Français, voilà le choix que vous avez. Vous avez le choix entre le tout technologique et le progrès, ces avancées numériques, ou alors vous avez le choix simplement avec, modestement, des trains qui arrivent à l'heure, des personnes âgées qui sont soignées, des bâtiments qui chauffent à l'intérieur et qui ne chauffent pas les nuages, quoi. Et ce choix-là, on ne va pas pouvoir le poser. Et ça, j'en suis malheureux quand même. Qu'est-ce que ça installe, à mon avis? Ça. Ils ferment l'Assemblée. Et tu vois, elle rigole. Et les macronistes, quand même, 4e 49.3, le peu qu'il y a sur les bancs, hein, ils se lèvent, ils applaudissent. T'applaudis un 49.3, t'imagines? Mais vraiment, bon, enfin, c'est dingue, quoi. Bon, ils applaudissent la fin des débats. Ils sont députés, ils applaudissent la fin des débats. Il n'y aura pas de débat sur qu'est-ce qu'on va faire des 54 milliards d'euros. Les mecs, ils se lèvent, ils applaudissent. Oh, ils sont contents. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement, il est sur une corde, en fin de règne? Malheureusement, je ne crois pas. Je me situe plutôt dans un temps plus long où qu'est-ce qu'il y a? Il y a un effritement du bloc libéral. Il y a 3 blocs dans le pays. Il y a un bloc de gauche, et nous ne sommes pas majoritaires, faut pas se la péter. Il y a un bloc autoritaire, qui est pas majoritaire non plus, et il y a un bloc libéral, fait à la fois des Républicains et de la République En Marche, qui est pas majoritaire non plus. Mais tu as un effritement dans la durée de ce bloc libéral, avec des particules qui partent sur le bloc autoritaire ou le bloc de gauche. Et donc tu as une bataille qui est engagée là. Mais il y a quand même cet effritement dans la durée. Avec, qu'est-ce que ça produit, le sourire de Borne? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit du mépris. Du mépris à l'égard des députés, franchement, on n'en a pas grand-chose à secouer. Moi, je peux très bien vivre avec le mépris de Madame Borne. Mais en vérité, ça dit du mépris pour les millions, les dizaines de millions de Français qui ne se sentent pas représentés par Madame Borne et Monsieur Macron. Ils ne sont pas majoritaires dans le pays. Nous non plus. Ils ne sont pas majoritaires dans l'Assemblée. Nous non plus. Mais du coup, ça réclame, quand on est dans cette situation politique-là, de gouverner dans le pays avec du tact et de la pondération. Ce qu'ils font pas. Quand tu as des dividendes qui sont records, quand tu as des super profits total à 16 milliards d'euros qui ne payent pas ses impôts en France et qu'il n'y a même pas le choix de mettre un petit impôt là-dessus, c'est gouverner sans tact. Quand on te dit qu'aujourd'hui les caristes ils sont à 1343 euros, que Macron a dit tout le bien qu'il en pensait, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal avec les auxiliaires de vie et qu'on ne décide pas d'indexer les salaires sur l'inflation au moins pour passer ce cap-là, eh ben, tu gouvernes sans tact et sans modération. Quand tu te prépares à faire la réforme des retraites alors que 66% des Français y sont opposés, tu gouvernes sans tact et sans modération, en faisant comme si tu étais fort, tu étais puissant, tu avais une assise sociale, tu avais une approbation du pays, tu ne l'as pas. Qu'est-ce que ça installe? C'est la montée du ressentiment. Si c'est ça la démocratie, se disent les gens, à quoi bon la démocratie? Et donc, plus ça va, plus tu as une espèce de prise de sortie, soit par l'abstention, soit par un vote de désespérance et de rejet. Bon, voilà la bagarre dans laquelle on se trouve installé. Donc il y a le temps court où ça nous fait déprimer, tu vois, parce que on était prêt à se bagarrer, à aller défendre les gens, quoi, contre l'argent, et aller gratter des petits trucs ou des gros trucs. Ça, c'est le temps court. Le temps long, c'est que la bataille, elle est engagée pour que, là où ils étaient assez forts dans le bloc libéral pour se séparer en deux, le centre-gauche et le centre-droit, et faire des alternances qui ne présentaient pas d'alternative, pour se bagarrer pour maintenant que dans 5 ans, en fait c'est dans 4 ans, quoi, parce qu'il faudra être prêt dans 4 ans pour gagner dans 5 ans, eh ben, la vraie alternative, la force d'aimantation, elle soit chez nous. Et vous dire ma conviction, tu vois, je vais être optimiste, pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté, toujours. Nous sommes majoritaires dans le pays. Nous sommes majoritaires sur plein de trucs. Et il ne faut pas faire comme si on était dans un ghetto minoritaire. Non, on est majoritaire. Taxer les super profits, on est majoritaire.
contre les retraites, on est majoritaire. Enfin, la réforme. Indexation des salaires. Regarde notre utilité. On va terminer sur notre utilité quand même. Il y a un an, j'ai regardé, c'était le 26 octobre 2021. C'est la première fois, c'était Apolline Matin. Il y avait la baguette de pain qui avait augmenté. Pourquoi? Parce que le papier avait augmenté, parce que le prix de la farine avait augmenté, et parce que déjà, le prix de l'électricité augmentait aussi. Je vais chez Apolline Matin et je dis, moi de toute façon, je suis partisan de l'indexation des salaires sur l'inflation. Pourquoi? Parce que j'avais fait un truc avec Fakir et avec Là-bas si j'y suis, il y a 10 ans, 15 ans, sur le hold-up géant. Comment dans les années 80, il y avait 10% de la valeur ajoutée, en gros, qui avait basculé du travail vers le capital. Ça représente tous les ans des dizaines de milliards d'euros, des sommes gigantesques. Et le gars que j'avais interrogé, un économiste de l'Institut de recherche économique et sociale, je me souviens plus son nom, mince. Il m'avait expliqué que c'était dû à la désindexation des salaires. C'est-à-dire dans les années 80, puisqu'il y avait l'indexation des salaires sur l'inflation jusqu'en 1982, quand on avait désindexé, c'est ça qui avait produit la grande bascule de 10%, en tout cas une bonne part de ça, du travail vers le capital. Et donc quand je vais chez Apolline Matin, il y a un an, je dis bah moi de toute façon je suis pour l'indexation des salaires sur l'inflation. Je le pensais déjà, mais là la baguette de pain était l'occasion de le dire. Et en analysant déjà à l'époque qu'on n'était pas dans une crise conjoncturelle, là, on nous fait croire que c'est lié à la guerre en Ukraine. Évidemment, ça aggrave les choses, il n'y a pas de doute. Mais on est dans une crise structurelle avec une installation de l'inflation dans la durée. Pourquoi? Crise climatique, ça veut dire moins de rendement sur la production agricole. Et ça veut dire les matières premières qui se payent plus cher aussi. Donc tu ajoutes les deux, tu as une inflation qui est installée dans la durée. Comment tu fais pour maintenir de la justice sociale, et notamment à l'égard des travailleurs, et des travailleurs qui ne sont pas les plus riches du pays, par temps d'inflation? Tu indexes les salaires sur l'inflation. À l'époque, j'étais une voie isolée. Même, c'était pas le programme de l'avenir en commun, c'est pas dedans. On a travaillé, répété. Partout où on est passé, on a dit indexation. Je dis pas qu'on est les seuls, parce que c'était resté dans le programme de la CGT, par exemple. C'était resté dans le programme du Parti communiste. Mais c'était comme un peu en toile de fond, et c'était pas remis en avant. Et bien là, on voit que non seulement c'est remis en avant, mais c'est 87% des Français qui sont favorables à l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est 94% des ouvriers. Voilà ce que c'est une bataille idéologique gagnée dans les têtes. Après, il y a la résistance de Macron qui évidemment est favorable aux forces de l'argent et qui ne souhaite pas du tout que ces 10% de la valeur ajoutée rebasculent du capital vers le travail. Gigantesque catastrophe, tu vois. Mais se dire quelle est notre utilité et que cette bataille-là, même sans avoir la caisse de résonance de l'Assemblée nationale, donc à la fois en allant soutenir les luttes, quand ça bouge, il faut y aller. Chez les caristes, chez les auxiliaires de vie, s'il y a des assistantes maternelles, on va avoir du temps libre pour aller faire des classes vertes, quoi, rouges. Et puis dans les médias et ainsi de suite, on a une bataille à mener pour montrer que ce qu'on propose sur de larges pans est aujourd'hui majoritaire et très largement majoritaire dans le pays. Et à vrai dire, ma conviction, c'est que quand on a une société divisée comme ça en 3 blocs, au fond, presque, on n'aura pas le droit de faire des réformes. Réforme, c'est un mot positif. Réforme, jusque dans les années 70, c'est dans le langage des syndicats, qui parlent de réforme et qui, quand ils parlent du patronat et de la droite, ils disent que ce sont des contre-réformes. Donc, nous, on veut faire des réformes. Oui, on est réformistes. Oui, on veut faire des réformes, mais on ne pourra pas les faire, en gros, s'il n'y a pas 2 tiers des Français qui sont d'accord avec nous. Je crois que dans une situation de crispation comme ça du pays, tu ne peux pas considérer que juste parce que tu es un peu plus haut que les autres, t'as tous les droits, y compris nous. Il faudra, si demain on gagne des élections, ça ne veut pas dire qu'on est hyper majoritaire, et il faudra le faire avec tact et avec pondération. Voilà. Tu sais, simplement, c'est de montrer que ce qu'on raconte, c'est juste du bon sens. C'est juste de l'évidence, tu vois. Et que l'extrémisme, il est de leur côté. Quand on va chez Géodis et qu'on te montre que le cadre, il a touché 327 000 € de primes, directeur de la route, infrastructure, je sais pas trop quoi, mais c'est même pas le grand PDG de Géodis, pendant que les salariés sont à 1 400 €, ça veut dire qu'en une prime, il a touché 20 ans de salaire de ces gars. L'extrémisme, il est de leur côté. Nous, on est dans la pondération, on est dans la mesure, et on est dans juste dans une exigence de justice sociale. Voilà. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Mais ce sera pas dans l'hémicycle tout de suite. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir du temps pour vivre, quoi. Après ce que je raconte là, est-ce que tu as envie de te dire, bon, moi je démissionne, et puis... Bah non, on va continuer. C'est un travail de temps long.
Voilà, on s'inscrit dans le temps long. On va vieillir ensemble, les amis.